de Trump. On se rappelle, il avait effectivement accepté quasiment toutes les demandes du Kremlin. Il avait accepté une reconnaissance légale de la possession de la Crimée par la Russie, alors qu'évidemment c'est complètement une violation totale du droit international. Il avait accepté de fait de céder les 4 oblasts, même pas complètement occupés par la Russie, que demande Poutine, donc Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia et Kherson. Il avait plus ou moins dit, mais finalement, il n'est pas question que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Et en fait, imaginons que le Kremlin, si le Kremlin avait accepté cela, on serait dans une situation, enfin nous Européens, extraordinairement difficile. Parce que finalement, Trump aurait pu dire, ça y est, j'ai mis fin à la guerre. Les Européens auraient pu dire non. Ça aurait affaibli l'Europe. Et il aurait été beaucoup plus difficile, de ce point de vue-là, de mobiliser également les populations européennes, de leur faire comprendre le danger russe et donc de nous obliger à nous réarmer. En fait, on a presque l'impression que heureusement que Poutine a dit non, parce que ça nous aurait en quelque sorte affaibli, parce que s'il avait dit oui, en fait, Poutine aurait, d'une certaine manière, gagné une manche. Olga Prokopieva, vous disiez tout à l'heure que cette annonce pouvait être utilisée, on va dire, par le président russe pour souder la population du régime, autour du Kremlin. Est-ce que... Pas autour du Kremlin, mais dans la peur, en fait, dans la dans la peur. peur de l'ennemi Dans la extérieur. peur. Oui. Est-ce que c'est un moyen qui est encore efficace ou il y a une forme de lassitude de la société civile? Il y a une forme de lassitude et il y a une forme de fatigue, mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en fait, Trump, en réagissant comme ça, il adopte un langage de force, tout simplement. Et c'est en fait le seul langage qu'il faut avoir face à Poutine. Et c'est ce qu'il faut faire aussi en renforçant les sanctions, en respectant les sanctions. Et tout ça est totalement, en fait, entre les mains des Occidentaux, entre les mains des Européens, des Américains, de faire pression sur lui, mais par la position de force. On a vu il y a 3 jours Valentina Matvienko, qui est la présidente de la haute chambre du Parlement russe, parler à une conférence internationale à Genève, malgré le fait qu'elle soit sous sanction personnelle. Il y avait aussi Piotr Tolstoï, qui est vice-président de la Douma, qui est extrêmement violent, qui propage des propos haineux, même vis-à-vis de Gabriel Attal. Quand il était Premier ministre, il avait des propos homophobes contre lui. Et ce genre de personnes sont aujourd'hui, alors qu'ils sont sous sanction personnelle, acceptés à des conférences internationales en plein cœur de l'Europe. Et ça, ce type de faiblesse, ça, c'est catastrophique. Et c'est catastrophique aussi aux yeux de la société russe, puisqu'ils se disent, ah ben finalement, nos hauts fonctionnaires, ils sont reçus avec un tapis rouge en Europe. Donc tout va bien, finalement, on est dans une normalisation des relations entre l'Occident et la Russie. Et donc il y a ce paradoxe entre la nécessité d'avoir une position de force face à Poutine pour pouvoir en effet faire pression sur lui pour qu'il y ait des négociations de paix, mais dans des vraies conditions acceptables pour l'Ukraine, qu'il y ait une libération des régions, qu'il y ait une libération des prisonniers de guerre, des prisonniers civils qui sont détenus par des milliers sur les territoires occupés, dans des zones totalement de non-droit, où on ne sait pas ce qu'ils deviennent, ils disparaissent, ils sont torturés, et aussi des prisonniers politiques russes. Et là, je voudrais juste rajouter, parce qu'on est quand même à une date historique aujourd'hui, puisque le 1er août de l'année dernière, il y a eu un échange de prisonniers entre la Russie et l'Occident qui était historique. Il y a eu 16 personnes qui ont été libérées et parmi elles, 8 prisonniers politiques russes. C'était il y a 1 an. Depuis, il n'y a eu aucun échange. Et nous demandons, notre association Russie Liberté et d'autres associations réunies derrière cet appel, qu'il y ait un effort de l'Europe et des États-Unis aussi pour qu'il y ait d'autres libérations de prisonniers politiques russes qui sont dans des conditions aussi très difficiles On va, en on Russie. va retourner, à Washington, 19h47 à Paris. Antoine Hollard, c'est donc l'information de la soirée avec cette annonce importante de Donald Trump ce soir et l'envoi de sous-marins.
Oui, exactement. Alors, il faut rappeler un peu le contexte. Ça fait plusieurs jours en fait que Donald Trump et Dimitri Medvedev s'écharpent sur les réseaux sociaux. La dernière attaque en date, elle est signée Medvedev qui a agité la menace nucléaire en direction des États-Unis. Et ce commentaire, eh bien, n'a pas du tout plu à Donald Trump qui, comme à son habitude, réagit de façon très impulsive en annonçant sur son réseau social l'envoi de 2 sous-marins nucléaires. Réponse, dit-il, aux propos provocateurs de Dimitri Medvedev. Trump explique en substance que ces sous-marins seront déployés pour faire face à une potentielle attaque de la Russie, une sorte de précaution au cas où, dit Trump, les propos idiots et inflammatoires de Medvedev se transforment en actes. Alors c'est une escalade, en tout cas un acte important de Donald Trump, un virage aussi à 180 degrés par rapport à la position qui était la sienne au mois de janvier dernier lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche. À l'époque, souvenez-vous, Trump était très bien disposé à l'égard de Vladimir Poutine, prêt à lui accorder beaucoup de choses si Poutine arrêtait les combats. Finalement, ça n'a rien donné. Trump s'est rendu compte que Vladimir Poutine cherchait surtout à gagner du temps et il a fini par s'apercevoir que Poutine le mène en bateau. Et ça, Trump ne le supporte pas du tout. Il a l'impression que eh bien, c'est son ego, sa crédibilité, son autorité qui sont attaqués. D'où son impatience extrême vis-à-vis de la Russie, avec cet ultimatum aussi qu'il a lancé la semaine dernière, demandant à Poutine d'arrêter les combats sous peine de sanctions. Et donc cette nouvelle annonce de Donald Trump traduit à l'évidence son impatience et sa frustration face à Vladimir Poutine et à la guerre en Ukraine qui n'en finit plus, alors que Trump pensait qu'il pourrait très rapidement et très facilement régler ce conflit. Et Antoine Hollard à Washington. On est en ligne avec Romain Milcaret, consultant défense BFM TV. Romain, est-ce qu'on a des précisions sur les appareils? On parle de 2 sous-marins nucléaires. Est-ce qu'on a plus de précisions sur les équipements envoyés par Donald Trump? Alors non, Donald Trump n'a pas précisé de quel type de sous-marin il s'agissait. Des sous-marins nucléaires, ça peut correspondre à 2 types de navires. Des sous-marins nucléaires d'attaque qui servent principalement à faire du renseignement ou à aller chasser des bateaux et des sous-marins adverses. Et c'est plus probablement de ça dont il parle, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc qui sont porteurs de l'arme nucléaire et qui pourraient déclencher des frappes. Là où la déclaration est étonnante, notamment lorsqu'il dit déployer ce type de bâtiment dans des zones appropriées, c'est que des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, il y en a en permanence à la mer. Les pays qui sont dotés de ce type d'équipement, justement, s'arrangent pour qu'ils soient toujours à portée de riposte s'il y avait besoin de s'en servir. Et donc, ça veut dire que des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à portée de la Russie et de la Chine, il y en a déjà plusieurs à la mer en permanence côté américain. Donc, si je vous entends bien, ça veut dire que c'est un effet d'annonce, alors que c'est déjà le cas. Il y a déjà des sous-marins nucléaires américains qui sont à portée de la Russie. Le principe de la dissuasion, c'est qu'elle doit être permanente. Et donc, ça veut dire que en tout temps, jour, nuit, quelle que soit la période de l'année, il y a toujours au moins un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, donc avec plusieurs missiles avec des charges nucléaires dessus, qui est en train de patrouiller quelque part sur le globe à portée des cibles qui peuvent être considérées comme des menaces par les pays concernés, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit la France, la Russie ou la Chine. Là où cette déclaration est étonnante, c'est que on annonce rarement envoyer des sous-marins de ce type-là. Ce que moi j'y vois, mais c'est mon analyse très personnelle, c'est une volonté de Trump dans la joute verbale avec laquelle il s'est engagé contre Dimitri Medvedev ces derniers jours, de lui rappeler que entre les 2 hommes, il y en a un qui a une responsabilité réelle et qui est en charge du feu nucléaire, Donald Trump, et qu'en face, il y a Dmitri Medvedev qui, lui, n'a pas de responsabilité officielle et qui, malgré toutes les menaces qu'il a multipliées ces derniers jours et plus largement ces dernières années, n'a en réalité pas du tout son mot à dire dans l'usage de l'arme nucléaire en Russie. Merci Romain d'être intervenu en direct. On est en ligne avec le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major, ancien commandant suprême de transformation de l'OTAN. On voudrait avoir votre regard. Est-ce que c'est une forme d'affichage avant l'arrivée de l'émissaire spécial de Donald Trump à Moscou, ou est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter malgré tout parce qu'on est là encore dans une escalade et que de jour en jour, les mots sont de plus en plus forts et les gestes aussi avec l'envoi de ces sous-marins? Je pense qu'il n'a pas échappé à Donald Trump et à ses conseillers que M. Medvedev
depuis maintenant plusieurs années, s'était radicalisé pour tenir une place particulière auprès de Vladimir Poutine, alors qu'auparavant, c'était un homme, vous savez, avec ce jeu de tango entre le président et le Premier ministre, entre Poutine et Medvedev, mais c'était plutôt le good guy, si je peux m'exprimer ainsi. Là, il s'est complètement radicalisé. Donc, effectivement, sa parole est toujours très, très extrémiste, mais d'un autre côté, je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, que Donald Trump réagisse. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il gesticule, et il n'a pas donné, effectivement, la précise des sous-marins. Est-ce que ce sont des sous-marins lanceurs d'engins ou non? De toute façon, il y a des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont là où ils doivent être, qu'ils soient américains ou d'autres pays, y compris la France. Donc ça, c'est pas une nouvelle, c'est déjà acté. C'est une manière peut-être de repositionner le débat géostratégique entre les États-Unis et la Russie. Et ça ne peut pas déplaire aux Européens qui ont besoin que les États-Unis s'engagent complètement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec l'administration de Trump, contre la Russie, en particulier dans la guerre en Ukraine et toutes ses conséquences futures. Donc, on peut voir ça comme ça. C'est de la gesticulation. Ça montre que M. Trump a bien compris que la dissuasion nucléaire, c'était aussi, comme, entre guillemets, une arme de négociation, de gesticulation, de pression. Voilà. Et à ce stade, il n'y a rien de dramatique. On fait la guerre comme on l'a toujours fait depuis la guerre froide, mais il n'y a pas. Alors, il va falloir simplement voir ce qu'en dit Moscou. Moi, je pense que M. Poutine, les premières réactions semblent montrer que il ne souhaite pas d'escalade avec Washington, et on sait pourquoi. Parce qu'il ne veut pas que Washington reprenne son soutien massif, actif aux Ukrainiens. Pour lui, il se concentre sur sa guerre, c'est la guerre en Ukraine, il faut absolument qu'il la gagne, il a eu quelques succès récents, et il ne peut pas laisser entraver cette démarche par un retour massif des Américains en soutien de l'Ukraine. Je crois que c'est ça qui se joue, mais Medvedev est un peu un chien fou, si vous voulez, dans ce dialogue. J'imagine qu'il pourra être recalé par son président en temps utile. Philippe Gély. Je pense que Poutine a quand même un intérêt dans cette espèce de passe d'armes entre Trump et Medvedev. Trump veut toujours être en position de force pour négocier, et Poutine essaye de lui montrer qu'il ne peut pas le mettre sous pression avant une négociation. Et donc on a cette espèce de jeu entre deux présidents qui sont alpha mâle, on va dire, et qui chacun essaye de prendre l'ascendant sur l'autre avant d'entamer un véritable dialogue. Et Poutine, certes, sa priorité absolue, le général a parfaitement raison, c'est l'Ukraine, mais il ne peut pas non plus accepter une pression américaine telle qui le mettrait en position d'aller négocier dans une situation de faiblesse. Donc, il montre depuis l'ultimatum et aussi de manière un peu indirecte avec ses déclarations de Medvedev, qu'il ne se laisse pas impressionner, qu'il ne se laisse pas bousculer, et que le timing est le sien, l'agenda est le sien, et les conditions sont les siennes. Quand il dit « je veux une paix durable », c'est toujours la même chose. Je veux une paix durable, et pour qu'elle soit durable, il faut remplir mes conditions. À mes conditions, une paix à mes conditions. Nicolas Tenzer. Oui, c'est-à-dire que la paix de Poutine, c'est le désert, pour reprendre Tacite. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que la paix pour Poutine, et il n'a absolument pas changé. Il a encore redit d'ailleurs aujourd'hui, dans une conversation un peu surréaliste avec le dictateur du Bélarus, Loukachenko, où il a dit finalement, moi je suis ouvert à la paix. D'ailleurs, mes objectifs n'ont pas changé. J'ai toujours proposé la paix, c'est-à-dire la neutralisation de l'Ukraine, sa domination, sa mise en esclavage. Voilà. Et en fait, il est toujours dans cette rhétorique, effectivement, qui n'a strictement aucun sens, et c'est pour ça aussi que je suis toujours très très mal à l'aise avec ce terme même négociation. C'est parce que je pense qu'avec Poutine il n'y a rien à négocier, parce que lui il n'est pas prêt à discuter sur quoi que ce soit, et je pense que penser qu'un jour on pourrait avoir des discussions de paix soi-disant, sinon affaiblir l'Europe, je ne vois absolument pas à quoi ça peut véritablement conduire en des termes extrêmement concrets.
Merci à vous quatre pour votre éclairage ce soir donc sur cette dernière information sur l'annonce par le président Trump. Merci également au général Paloméros qui était en direct avec nous. On va retrouver tout de suite Guillaume Tac à Kiev. On le disait Guillaume, hein, donc annonce de Donald Trump ce soir, envoi de missiles, de sous-marins nucléaires dans les zones concernées, écrit Donald Trump. Le président ukrainien de son côté lui avait déjà salué le changement de ton du côté de Washington. Effectivement, oui, il reste à déterminer tout d'abord si cette passe d'armes rhétorique entre Dmitry Medvedev et Donald Trump sera véritablement suivie des faits, puisqu'on connaît le président américain et on sait qu'entre ses actions et entre ses paroles et ses actions, il y a parfois un gouffre. De la même manière, comme le disaient vos intervenants, Vladimir Poutine s'est encore une fois dit ouvert à une paix durable. Évidemment, une paix durable sans montrer aucun signe de compromis, c'est-à-dire la reconnaissance des régions annexées par la Russie, la neutralisation de l'Ukraine, l'impossibilité pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Donc, malgré ces ouvertures rhétoriques, il semble dans les faits avoir eu assez peu d'évolution au cours des derniers temps. Et comme on le dit souvent, il y a les paroles et les actes. Et au niveau des actes, la Russie a à nouveau bombardé l'Ukraine au cours des derniers jours. Dans la nuit de mercredi à jeudi, c'était l'attaque la plus meurtrière contre l'Ukraine depuis le début de l'invasion en février 2022, avec 35 personnes mortes, dont 31 morts, dont 5 enfants, le plus jeune était âgé de 2 ans, et 159 blessés. Donc pour le moment, on est dans l'expectative et je pense qu'il faut attendre de voir ce qui va se produire et ne pas trop s'avancer sur les conséquences possibles de cette passe d'armes entre Medvedev et Donald Trump.